Go. Ça marche. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. Et on va effectivement continuer la mise en place de The Transition Institute 1.5 ou TTI.5. C'est bon Nadia, ce coup-là, je ne me suis pas trompé, c'est comme ça qu'on dit, je progresse. Donc c'est un projet dont on va parler ce soir avec un certain nombre de présentations et puis un moment d'échange, et c'est certain qu'avec vous tous, on aura un moment d'échange tout à fait passionnant. Un projet qui est au cœur des priorités de l'école. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Laflèche, le directeur de l'école des mines. Voilà. Alors, parmi les missions de l'école qu'on partage avec notre université, nous sommes composants de l'université PSL et ici nous sommes aussi en partenariat étroit avec l'université Côte d'Azur, il y a des missions qui sont évidentes et partagées, qui sont l'enseignement et la recherche, et elles ne sont pas côte à côte, c'est un enseignement qui se nourrit en permanence de la recherche, et maintenant avec d'ailleurs nos étudiants qui contribuent très rapidement maintenant à la vie des centres de recherche. On essaie de lier le plus possible enseignement et recherche. Mais au-delà d'enseignement et recherche, il y a une troisième mission qui me semble importante, c'est celle des enseignants-chercheurs qui est, en tant qu'institution, de contribuer à ces grands débats de société et à éclairer de nos connaissances ces grands débats de société, au premier rang desquels l'ensemble des sujets qui touchent la transition. Et c'est un sujet, à titre personnel, l'école soutient ce projet, bien entendu, qui est au cœur de la stratégie, mais à titre personnel, j'y attache une attention tout à fait particulière et je vais vous partager cette expérience que j'avais dans un poste précédent, un autre institut, on travaillait sur l'environnement, et c'était une visite de parlementaires, c'était je crois en 2005, par là, c'est-à-dire quelques années, de parlementaires de la commission environnement et développement durable de l'Assemblée nationale. Et ces parlementaires venaient nous rendre visite, dans l'institut on fait aussi pas d'enseignement, mais de la recherche et de l'expertise. Et ce que nous disent les parlementaires, c'est pour nous, en tant que parlementaires de cette commission, le développement durable, ce n'est pas que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour nous, le développement durable, c'est également davantage de concertation avant la prise de décision publique. Et ce qu'on attend, nous, parlementaires, de vous, chercheurs du secteur public, c'est bien entendu que votre recherche, elle soit d'excellence. Mais pas seulement, ce qu'on attend de vous, c'est également que vous contribuiez à ces débats publics que l'on appelle de nos voeux. Et ça, c'est une idée qui m'est restée et je trouve formidable que l'école, dans sa stratégie, avec le conseil d'administration qu'il a vraiment endossé en 2017, rajoute cette mission à l'école qui est non seulement l'enseignement et la recherche, mais que nos travaux de recherche, non seulement ils puissent bénéficier à nos partenaires industriels, on est une école sous tutelle du ministère chargé de l'industrie, mais également que ces savoirs, ils soient également mis à disposition de la société pour éclairer l'ensemble de ces débats et de ces grands choix, et c'est possible en apportant non seulement un éclairage, mais en proposant des solutions. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, dire que c'est un projet TTI.5 qui me semble à la fois extrêmement important pour l'école, mais complètement en phase avec la quête de sens de nos étudiants qui souhaitent effectivement pouvoir exercer, une fois qu'ils auront soit continuer dans la recherche, soit pris des postes de responsabilité dans l'entreprise, eh bien continuer à exercer d'exercer un travail qui soit en phase avec cette quête de sens et notamment la capacité de contribuer à ces défis formidables qui sont ceux que nous devons maintenant remplir. Alors, à travers le lancement de l'Institut, à travers la mise en place de cet Institut, c'est pour l'école la capacité d'assumer cette mission de contribuer à ces débats publics. Et là, on va parler à ces débats de société, et pas simplement ces débats, sur la question des transitions, de la transition, avec cet objectif de pouvoir tenir les engagements, de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Alors, un autre objectif, c'est aussi d'augmenter la visibilité des activités de l'école dans ce domaine. Nous sommes organisés en différents centres de recherche, nous avons 17 centres de recherche, dont 4 sont dans le domaine des sciences humaines et sociales. Mais si on met bout à bout tout ce qu'on fait dans nos différents centres, on s'aperçoit que globalement, on va dire que sans problème, plus de 50% de notre recherche sont des recherches qui contribuent directement ou indirectement aux problématiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple,
Je sais que c'est réducteur par rapport au sujet traité par l'Institut. Tout à l'heure, Nadia va le présenter plus en détail. Mais lorsque l'on travaille sur les matériaux, c'est une activité importante ici à Sophia, eh bien à chaque fois, on travaille sur des évolutions de technologies, une meilleure connaissance de matériaux qui vont permettre soit de produire des matériaux en consommant moins d'énergie, soit de produire des matériaux qui eux-mêmes vont être dans des voitures, enfin dans des moyens de locomotion, par exemple des moteurs d'avion, qui vont eux-mêmes consommer moins d'énergie. Donc on a beaucoup plus de 50% de notre activité de recherche qui, directement ou indirectement, est dans ce domaine-là, et pourtant, ce n'est pas la première impression que l'on a de l'école lorsqu'on la rencontre. Donc il y a aussi le domaine de l'intérêt de rendre davantage visibles toutes ces activités que nous réalisons déjà. Côté recherche, et puis j'ai plaisir de partager avec vous que l'école, on va présenter un petit point à la presse mardi prochain, parce que nous avons fini de déployer une refonte de notre cycle ingénieur civil, de la maquette du cycle ingénieur civil. Donc on l'a commencé depuis septembre 2019, et puis après, septembre 2020, la deuxième année, et cette année, on est en train de finir de déployer la troisième année. Donc ça a fait 3 ans que nos étudiants commencent ce cycle ingénieur par un cours, un trimestre qui est sur Terre et Société, qui avait pour objectif de permettre à nos étudiants de parcourir, après toute cette scolarité à l'école, en ayant sur les questions d'un développement durable et de tous les enjeux des transitions, une grille de lecture différente. Et ce qu'on appelle l'unité d'enseignement dans notre jargon de l'école, Terre et Société, elle allie sciences de l'ingénieur, sciences naturelles avec la géologie, l'observation, et sciences humaines et sociales. L'objectif, c'est de donner une grille de lecture, un mode de questionnement différent, et ensuite, ça permet de suivre les cours avec une grille de lecture différente. Et je crois que nous sommes parmi les premières, mais je crois que nous sommes la première école d'ingénieurs à avoir introduit un cursus de cette nature et qui ne soit pas facultatif, qui est obligatoire, qui est dans le train commun et dès l'entrée à l'école. Et ça, je crois que c'est important et je suis assez fier de le partager avec vous. Voilà dans les éléments de cet institut que je voulais partager. Expliquer que ce projet, on le monte au niveau de l'école. Il est animé par Nadia et qui va présenter toute l'équipe qui est mobilisée. Expliquer que ce projet, on le monte au niveau de l'école, mais on n'a pas non plus toutes les compétences. C'est aussi un objectif à partir de l'école de monter des partenariats plus larges, de le faire aussi dans le cadre de l'université PSL et ici avec l'université Côte d'Azur. Voilà. C'est aussi un projet qui vise à rendre davantage visible toute notre production scientifique et qu'elle puisse contribuer à des grands débats de société, je l'ai indiqué. Mais ce qui veut dire on va rentrer, on veut quelque part que nos travaux impactent la société. Donc un des premiers éléments, puisqu'un des éléments de notre expertise, c'est aussi de travailler avec les entreprises et avec des financements industriels, j'ai demandé à ce que la première action de nos instances de gouvernance de l'Institut soit d'arrêter une charte de fonctionnement qui soit soumise au comité de déontologie de l'université PSL. Il me semble extrêmement important, dès lors qu'on travaille avec des financements industriels, que nous soyons irréprochables sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a des financements industriels qu'il y aurait la moindre capacité de téléguider et que les chercheurs vont avoir une méthode de travail et un environnement de travail qui garantit toute la probité ou toute l'indépendance que l'on souhaite pour des travaux qui portent sur des sujets d'une telle sensibilité. Encore merci pour votre présence à tous. Merci à l'ensemble des enseignants-chercheurs et personnels de l'école qui ont rendu ce projet d'institut possible et son démarrage et son lancement. Merci à la fondation de l'école qui a effectivement permis d'amorcer cet institut. C'est vraiment un effort qui a été consenti et donc je remercie vraiment la fondation qui d'ailleurs fait du fonctionnement de cet institut et la possibilité d'assurer son développement un des axes forts de la campagne de levée de fonds de la Fondation qui a été initiée en septembre dernier, qui cette année, et pour cette campagne-là, sur plusieurs années, est présidée par Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président d'Engie. Donc, encore merci pour votre présence à tous, et maintenant je passe la parole à Nadia pour vous présenter plus en détail le projet d'Institut. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Nadia Maïzi. Alors, sur Sophia Antipolis, je suis professeure à l'École des Mines de Paris d'abord. Sur Sophia Antipolis, je dirige un centre de recherche, un des 4 centres qui sont situés juste à côté d'ici,
qui est le Centre de mathématiques appliquées, mais donc je suis également membre du GIEC. Et dans un premier temps, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous introduire en fait les éléments qui ont motivé la création de ce projet et qui sont très fortement associés aux derniers travaux qui ont été publiés récemment par le 6e rapport du GIEC. Et plutôt que de rentrer directement dans le petit préambule très anxiogène et vous expliquer que non, en fait, c'est pas perdu, qu'on peut faire encore des choses, je voudrais que vous compreniez quel est le processus derrière la restitution de ce rapport, parce que c'est assez complexe, en fait. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs échéances successives qui font qu'à un moment, on comprend plus très bien pourquoi tous les 6 mois, il y a un rapport qui sort. Et il y a une petite fenêtre d'1 semaine pendant laquelle on va écouter quelques scientifiques nous délivrer donc des messages d'urgence. Donc, en fait, comment on devient déjà membre du GIEC? Il suffit de candidater en tant que scientifique. Et au moment du processus de rédaction de chacun des rapports, en fait, il y a une confrontation entre les États qui sont les demandeurs de ces éléments d'éclairage et les scientifiques, de sorte que soit mis en place... Alors, je vais essayer, on m'a expliqué, à l'envers, comme ça. Non, je suis très mal coordonnée. C'est pas grave. Donc, il y a un comité, en fait, intergouvernemental qui va cadrer, en fait, les travaux qui répondent à un questionnement donné par les gouvernements et qui s'adresse aux scientifiques de sorte qu'ils puissent évaluer toute la connaissance qui existe sur l'ensemble des questions posées pendant 4 années et qu'ils restituent les éléments d'éclairage donc demandés par les gouvernements. Alors ça s'organise comment? Après ce cadrage, donc il y a 3 groupes de travail qui sont organisés, et ça c'est la nomenclature standard du GIEC, qui sont un premier groupe qui va être dédié à la physique du climat. Le deuxième groupe va parler des questions d'adaptation et d'impact des changements climatiques. Et le troisième groupe va traiter des solutions pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que quand on parle d'un rapport d'évaluation, il y a les 3 volets qui sont publiés les uns après les autres. Donc en août dernier, le premier volet est sorti sur la physique et l'état en fait des changements climatiques. Le deuxième volet est sorti au moment du début de la guerre en Ukraine, donc en février. Et le troisième volet dans lequel je suis impliquée est sorti début avril, et donc a donné quelques éléments de compréhension de ce qui se passait. Alors donc en fait le GIEC, ça a été créé en 1988, et le processus de la création de ces rapports d'évaluation successifs s'est mis en place, avec donc le premier, donc c'est FAR pour First Assessment Report, en 1990, qui à chaque fois que sortent ces rapports, déclenche en fait une réponse politique par rapport aux éléments d'éclairage qu'ils produisent. Donc ce premier rapport a été concomitant de la conférence de Rio en 1992, la fameuse conférence où Jacques Chirac a eu cette phrase très célèbre, mais restée finalement sans beaucoup d'usage, « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et à partir de là, un processus a été lancé pour la mise en place à la fois des conférences sur le climat et en parallèle l'alimentation des gouvernements avec les résultats de ces différents rapports. Donc aujourd'hui, où on en est, il y a eu 5 rapports, et le 6e, c'est celui dont je suis en train de vous parler, donc qui a, à partir de 2021, produit les 3 derniers volets, et a été associé à ces rapports des rapports spéciaux, l'un sur les océans et l'autre sur l'usage des sols. Donc on peut dire que ma foi, les gouvernements disposent d'assez d'éléments quand même pour commencer à agir et à faire quelque chose. Et ce que je voudrais revoir avec vous rapidement, en fait, ce sont les grands messages qu'il y a eu derrière ces 3 volets, au cas où vous les auriez ratés ou au cas où les médias ne les auraient pas relayés suffisamment.
Le premier, c'est le constat maintenant irréfutable que l'impact de l'activité humaine crée des changements au niveau du climat et que de l'avis des climatologues et des paléoclimatologues, ces changements sont sans précédent depuis une dizaine d'années notamment, avec une intensification des événements extrêmes. Alors, je donnais la dernière fois des exemples sur le passé, mais la dernière fois, oui, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc, nous avons déjà réalisé le lancement de cet institut à Paris, et nous tenions beaucoup à le réaliser sur Sophia, parce que vous allez voir que c'est une structure que nous avons décidé de créer hors les murs, c'est-à-dire qu'elle concernera absolument tous les chercheurs de l'École des mines de Paris et tous ceux qui collaborent avec eux. Donc, les événements extrêmes, ben, en ce moment, si vous avez un petit peu suivi ce qui se passe en Inde, on est exactement dans le type d'événement extrême qui va créer des centaines de morts. On n'a pas les chiffres, mais il y a les pluies, les sécheresses, tout ça s'intensifie et tout ça a été mesuré clairement par les scientifiques. Donc ce que je vais faire pour chacun des volets, c'est que je vais vous donner deux petits exemples du type de courbes qui sont produites et qui sont sourcées par des références. Donc en général, chaque volet évalue plus de 20 000 publications scientifiques. Ces publications, la règle étant qu'elles soient donc évaluées par leurs pairs et qu'elles aient été publiées avant une date butoir, puisqu'il faut quand même rendre le rapport, qui, pour le 6e rapport, était octobre 2021. Donc, ce qui a été produit, c'est ce type de courbe qui dit que, si vous ne le saviez pas, on est déjà à un réchauffement de 1,1 degré. Et donc, quand on parle du 1,5, on est quand même dans une trajectoire où on va l'atteindre assez rapidement si rien n'est fait. C'est pour ça que le discours des scientifiques s'accentue par rapport à cette question. Et ce que je vous disais juste avant, c'est quel serait l'impact en fait de ce réchauffement au niveau planétaire. Eh bien, des simulations ont été produites par des travaux qui permettent de voir que pour une augmentation du réchauffement moyen, on voit que la température localement va avoir des augmentations très fortes. Et encore une fois, on le vit aujourd'hui. Et forcément, c'est disparate par rapport à la planète. Et ça, c'est ce qui est traité dans le deuxième volet, puisque j'ai dit que celui-là s'intéressait aux questions d'impact, de vulnérabilité et d'adaptation. Et donc, essayer d'évaluer quelles étaient les conséquences, en fait, sur nos habitats, nos régions, nos ressources de ces changements climatiques. Et là, le constat est aussi assez dramatique. Et il est double. D'abord, effectivement, l'adaptation qui est commencée dans certains endroits n'est pas suffisante pour contrer ces effets. Et il faut donc essayer de rester dans cette limite des 1,5 degré qui a été évaluée par les scientifiques dans un rapport spécial dont je reparlerai un peu tout à l'heure. Alors eux, comment ils évaluent ces éléments? Ils essayent de quantifier. Donc le travail du GIEC, je rappelle, c'est de l'évaluation. Donc en fait, on essaye de restituer l'ensemble des résultats et de donner notre mesure en termes de probabilité de confiance que l'on accorde aux différents résultats. Et on a aussi un mandat qui nous oblige à ne pas être prescriptif, mais à être juste informatif. C'est-à-dire qu'on ne recommande rien, on fait simplement le passage de la science vers les gouvernements pour qu'ils aient l'information. Et c'est à eux de prendre en fait les décisions qui s'imposent. Donc là, vous voyez que la vulnérabilité est malheureusement en plus destinée aux régions qui économiquement sont déjà les plus fragiles. Donc il n'y a pas une adéquation entre le niveau de responsabilité ou le niveau d'émission et finalement les conséquences de ce que vous allez subir. Et je voulais vous faire un petit zoom sur une région qui nous intéresse plus particulièrement parce que souvent les Européens pensent qu'eux sont à l'abri et parfois j'ai même entendu dire finalement si ça se réchauffe en Bretagne ça sera plus sympa, enfin bon. Mais non, pas du tout. C'est quand même des conséquences dramatiques aussi qu'on peut évaluer au jour d'aujourd'hui. Donc si vous regardez pour les vagues de chaleur, l'extrait précis
dit qu'en 2010, il y a eu plus de 55 000 décès en Europe de l'Est. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une canicule assez terrifiante. Et qu'on évalue qu'à 1,5 degré de réchauffement, on aurait annuellement 30 000 décès par an en Europe, avec des questions derrière d'assistance respiratoire, des problèmes de productivité au travail, des épisodes de pollution, enfin des choses dont on connaît déjà aujourd'hui la nature. Alors le dernier rapport, donc c'est celui dans lequel j'ai été impliquée, et je vous dirai un peu plus loin dans quel chapitre. C'est celui qui doit évaluer finalement est-ce qu'on a des solutions pour atténuer, donc diminuer ces émissions de gaz à effet de serre, et si on en a de quel type et comment on peut les mettre en œuvre. Donc il fait le même constat, hein, parce qu'on parle des émissions de gaz à effet de serre, donc on commence par les quantifier. Et donc ce qu'on a répertorié, c'est que depuis 10 ans, ces émissions ont augmenté de manière drastique avec des records de moyenne annuelle. Et donc, il est nécessaire d'inverser totalement la tendance, sans quoi l'atteinte de ce target de 1,5 degré ne sera pas possible. Alors, vous avez ici concrètement en fait, le type de données sur lesquelles on s'appuie, hein, qui sont des données qui permettent de répertorier les différents types de gaz à effet de serre, parce qu'on parle souvent de CO2, mais on a d'autres gaz à effet de serre qui vont avoir des impacts néfastes sur le climat. Et vous voyez que la tendance mondiale, puisque là on est sur les émissions planétaires, est une tendance à la hausse, alors qu'on pourrait penser qu'il y a certaines actions quand même qui existent. Et effectivement, elles existent, mais elles ne suffisent pas à inverser la tendance. Donc, l'objectif, hein, j'ai parlé de ce 1,5 degré, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on infléchisse en fait cette croissance pour arriver à cette valeur. Alors pourquoi cette valeur? D'abord parce que c'est une valeur, alors contrairement à ce qu'on entend, ce n'est pas la conclusion de la COP21 à Paris, puisque l'engagement c'est aller à 2 degrés et éventuellement à 1,5 degré. Toute la phraséologie est extrêmement délicate, puisque, je vous l'ai dit, on est dans des productions qui sont destinées à des gouvernements et qu'on ne doit froisser, entre guillemets, personne. Mais l'idée du 1,5 degré, c'est simplement qu'il y a un rapport spécial qui a évalué quels seraient les impacts d'un réchauffement moyen au niveau de 1,5 degré. Et en réalité, il ne dit pas que c'est une bonne valeur. Il dit qu'à ce niveau-là, il y aurait déjà des conséquences assez importantes, qu'il serait difficile de limiter avec des enjeux tels que des constructions autour de l'adaptation. Hein. Et donc, il faut absolument essayer de viser ce niveau. Ensuite, le 2 degrés est là pour dire on va peut-être pas y arriver, enfin, est-ce qu'on peut le dire? Enfin bon, autant viser le mieux, mais éventuellement se dire qu'on pourrait arriver à un petit peu plus. Mais vraiment, ce que les scientifiques relaient dans ces restitutions de travaux, c'est que tout dixième de degré supplémentaire a des conséquences supplémentaires. Et ça n'est jamais anodin par rapport aux descriptions un peu chaotiques que je vous ai données. Alors ça se traduit en neutralité carbone. Donc pour être compatible avec 1,5 degré, il faut que nous ayons atteint la neutralité carbone à l'horizon 2050. Neutre en carbone, ça veut dire j'émets peut-être, mais je dois effacer. Donc c'est aussi une façon de se donner une perspective possible par rapport à certaines activités ou à certaines émissions de type naturel qui ne peuvent pas être évitées. Et si jamais on dépasse ça, essayons de viser 2070, puisque ça nous permettra de rester compatible avec le 1,5 degré. Donc voilà ce qu'il faudrait viser, et voilà où est-ce qu'on en est, grosso modo. Vous voyez qu'il y a quand même une petite marge à faire. Alors là, je ne vais pas rentrer non plus dans un débat qui a fait sortir dans la presse ce constat absolument faux, où il ne nous reste que 3 ans pour agir. En réalité, c'est une mésinterprétation des pics qui doivent être infléchis avant l'année 2025, les années 2025, 2030, etc. étant des années de référence pour les différents modèles.
Donc les journalistes ont fait 2025-3, ça fait 2022, donc il reste 3 ans. Non, non, il ne reste pas 3 ans, en fait, c'est déjà un peu tard. Le message, il est là, c'est-à-dire qu'il faut agir tout de suite, il fallait agir éventuellement hier. Donc, dans 3 ans, il ne faudra pas dire « Ah, bah, vous voyez, c'est pas complètement la catastrophe, donc on a encore 3 ans pour agir ». Je pense que c'est un message qui n'est pas très... comment dire, il est plutôt contre-productif, même par rapport aux résultats proposés. Donc, alors voilà, il faut se dépêcher, il faut faire quelque chose. Et maintenant, on en arrive quand même à l'objet de notre réunion de ce soir, qui est que dans ce volet, nous travaillons sur les solutions. Et ce qui est évalué, en fait, tout au long plutôt des 17 chapitres qui constituent le 3e volet, ce sont tous les potentiels qui peuvent être mis en œuvre en parcourant les différents secteurs. Donc, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, les usages des sols, les buildings, le transport, et également un levier qui, pour la première fois, a été envisagé dans le rapport et qui a vu la création du chapitre dans lequel j'étais impliquée, celui de la demande. Donc, de commencer à réfléchir au fait que, ben oui, on pourrait peut-être agir sur la demande, c'est-à-dire sur nos usages, c'est-à-dire sur nos comportements, c'est-à-dire sur nos modes de vie, c'est-à-dire sur notre imaginaire, c'est-à-dire sur nos valeurs, sur nos normes. Et donc ce chapitre a réuni des scientifiques, des sociologues, des psychologues, qui ont pu alimenter avec toute une nouvelle littérature toutes les potentialités que les aspects sociaux liés à la demande permettaient d'entrevoir par rapport à des gisements de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc je vais faire un petit point sur un sujet aussi qui a été abordé, parce que je pense que sur Sophia Antipolis, c'est quand même un sujet important, celui de la digitalisation. Donc la transition écologique est très souvent associée à la transition numérique. Or, nulle part dans le rapport, et je l'ai vraiment consulté dans son ensemble pour vous l'affirmer ce soir, au-delà même de notre chapitre, la digitalisation n'est envisagée comme une solution avec une high probability d'être en cohérence avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un vrai questionnement là-dessus. Et en fait, la littérature aujourd'hui ne me permet pas d'être aussi affirmatif que les discours qu'on peut entendre de manière très développée, notamment par nos collègues qui eux-mêmes ont comme cœur de métier le numérique. Et ça, c'est un sujet, je pense qu'il est très important de creuser. Et je crois qu'il y a beaucoup de groupes de recherche qui sont en train d'essayer de réfléchir en fait au type de consommation qui sont liées à l'usage du digital et qui ne sont pas juste les consommations des moyens informatiques, mais aussi les consommations en termes de calcul et les conséquences aussi de la mise en place de ce qu'on appelle le blockchain, de ce qu'on appelle les crypto-monnaies en termes de consommation et donc d'impact sur ces émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aujourd'hui encore très compliqué, hein. Pour ça, je vous dis, nous n'avons pas de réponse. Mais par contre, une réponse qui dirait que le numérique va faciliter la transition vers la décarbonation est une réponse qui n'a pas été donnée dans ce rapport de cette façon-là. Alors juste pour vous donner quelques éléments sur les gisements, je vous montre rapidement ce graphique que j'ai extrait du Summary for Policymakers, qui est la première partie du rapport, un résumé pour décideurs d'une 60aine de pages. Voilà un peu le type d'évaluation qu'on essaye de fournir à travers donc la concaténation de toutes les études dont on dispose et qui vous donne ces gisements potentiels avec, vous le voyez, des niveaux d'incertitude qui sont quand même assez forts et donc qui parcourent, suivant les différents secteurs dont j'ai parlé, ces éléments. Mais ce qu'il faut aussi que je vous dise, c'est que quand on concatène tout ça, on arrive à des messages... Ah ben non, je l'ai enlevé en fait. Je l'ai enlevé parce que je le trouvais un peu extrême. Des messages qui disent qu'en mettant en œuvre toutes les solutions, on pourrait diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030.
C'est une façon de présenter les choses qui fait une espèce d'addition de l'ensemble. Mais on comprend très bien qu'il est beaucoup plus compliqué que ça de mettre en œuvre l'ensemble de ces éléments et que parfois on peut avoir des effets rebonds qui n'ont pas été pris en compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous allons développer dans le cadre de la proposition que nous faisons de création de cet institut. Donc la conclusion de ce rapport et de ce troisième volet en particulier, c'est les faits sont clairs, c'est le moment d'agir. Et en réalité, nous, ce que nous proposons à travers TTI.5, eh bien, en fait, c'est une proposition d'action, de mise en perspective de tout ce que nous savons faire au sein de l'École des mines de Paris, de sorte que nous arrivions à être partie prenante dans la déclinaison des solutions. Et donc, c'est vraiment dans la lignée pure de tous ces travaux du GIEC que s'inscrit notre démarche et notre proposition du TTI.5. Donc, je vais commencer la présentation de l'Institut maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un peu les grandes lignes. Et ce que vont m'aider à illustrer mes collègues, ce sont en fait les 4 grands axes de recherche sur lesquels nous avons décidé de nous inscrire. Donc, vous avez compris la motivation. Mais pourquoi The Transition Institute? Et pourquoi parlons-nous de transition, et essentiellement de transition, sans associer aucun vocable à ce terme de transition finalement? En fait, parce que derrière, on a motivé avec cette question des émissions, du climat, des changements climatiques, et parce que aussi, je vous l'ai dit rapidement, ce qui a été évalué, c'est qu'il y a des actions pour le climat, il y a des gens qui disent que nous sommes en transition, il y a des entreprises qui disent qu'elles font la transition, et pourtant, la tendance est une tendance haussière. Et les engagements ne sont pas des petits engagements. On a répertorié une dizaine de pays, un peu plus d'une dizaine de pays, qui sont dans la bonne trajectoire, enfin sont restés pendant une dizaine d'années dans la bonne trajectoire par rapport à leurs propres engagements. Je ne peux pas les citer puisque nous ne sommes pas prescriptifs, donc nous travaillons toujours par grands groupes de régions. Et dans plus de 800 villes, dans plus de 100 régions, il y a des ambitions de neutralité carbone. Et puis dans plus de 50 pays, il y a des lois sur le climat qui sont inscrites. Donc en fait, il y a de l'action, mais il n'y a pas d'effet. Et ça nous a renvoyé à la réflexion suivante, c'est, finalement, alors est-ce que nous ne serions pas dans une transition? Et comment on peut regarder ce qui s'est passé depuis très longtemps pour savoir si des transitions, il y en a déjà eu, et éventuellement tirer des enseignements d'analogie potentielle et voir quels sont les écueils dans lesquels nous nous trouvons. Alors on s'est rendu compte que déjà il y a 2 écoles parmi les historiens. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a jamais eu de transition, et il y a ceux qui disent qu'il y a eu des transitions et qu'on peut les observer dans certaines régions avec des analyses très très fines de ce qui s'est passé. Et la première école, en fait, elle fait le constat à travers cette courbe, qui est une courbe tout à fait exacte de l'évolution purement énergie de l'ensemble des ressources, qui est une courbe qui traduit l'addition, en fait, de l'ensemble de ces vecteurs. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on a besoin finalement de nouvelles ressources, parce que soit on a une technologie qui émerge, et on va associer un bloc technique avec une ressource, comme le moteur à explosion, et donc ça fait apparaître cette ressource, mais elle ne fait pas disparaître une autre ressource, donc il n'y a jamais de substitution. Et finalement, on est passé d'une économie organique, où on utilisait de la biomasse, de l'éolien, du vent, des moulins à eau, à une économie maintenant basée sur les ressources fossiles. Et tout ça s'additionne au cours du temps, donc ces historiens-là disent non, il n'y a pas de transition. Il y en a d'autres qui regardent sur des dynamiques temporelles beaucoup plus courtes et qui voient qu'il y a certains royaumes, en particulier, moi j'étais dans une thèse extrêmement intéressante sur le royaume de Bohême, qui a réussi à développer de manière extrêmement harmonieuse son économie et de manière autonome en auto-approvisionnement. Donc il y a des exemples de réussite en fait sur des régions très, très localisées.
mais quelque part, on n'a pas une idée très claire de ce que serait un bon design d'une transition qui nous permettrait en fait d'atteindre cet objectif des 1,5. Et alors voilà, c'est ce qu'on propose à travers cet institut, c'est de réfléchir à ce design et de réfléchir à la mise en œuvre de l'ensemble des solutions qui existent. Le dernier volet l'a montré, mais qui, parfois, si on les met et on les associe les unes avec les autres, peuvent créer des problèmes alors qu'elles se prétendent solutions. Donc, nous, notre credo, c'est que pour ne pas tomber dans cet écueil, il faut avoir une vision holistique de l'ensemble du système dont on parle. Et c'est pour ça qu'on veut être aussi sans doute au-delà de l'énergie à proprement parler, parce que c'est un prisme qui peut enfermer et qui peut mettre de côté certaines questions. Donc si on veut vraiment parler de la transition d'un système, il faut en parler en termes de technologie, bien sûr, de ressources, d'investissement, de conséquences sur les modes de vie, de rythme de mise en place, de déploiement de filières industrielles, d'opérations par rapport à la physique des systèmes sur lesquels on s'appuie, et puis de gouvernance, de régulation, de mise en œuvre, de subventions, etc. Donc vous voyez que c'est un ensemble de volets qu'il est absolument obligatoire en fait de prendre en compte, sinon on ne se rend pas compte du fait que ça peut faire remonter ailleurs le niveau des émissions. Un exemple simple, le véhicule électrique, c'est très bien pour la France, je pense que c'est moins bien pour la Pologne. Voilà. Donc, ce qui est génial, c'est que cet ensemble d'éléments, comme on est dans une école extrêmement pluridisciplinaire, comme l'a rappelé Vincent Laflèche, on est capable, dans l'ensemble de nos centres de recherche, de les parcourir. Donc là, j'ai remis les 9 prismes. Vous avez l'ensemble des centres qui parcourent l'ensemble de nos départements. Donc, nous avons un département de géosciences, nous avons un département de matériaux, un département de mathématiques et systèmes, un département d'énergie et un département de sciences humaines et sociales. Et donc, ces croix rapidement vous montrent que nous avons déjà une bonne couverture interne, sauf que l'interdépartement ne fonctionne pas encore très bien et que nous avons le même problème que tout le monde, c'est-à-dire que nous considérons de manière silotée l'ensemble des solutions et l'ensemble des questions. La proposition de l'Institut, c'est de commencer par réaliser le maillage de notre école pour pouvoir en fait réaliser cet effet de levier qui ferait émerger nos compétences et notre expertise de sorte que nous servions réellement la question de cette mise en œuvre de la transition et que nous puissions également aller chercher à l'extérieur les expertises qui nous manqueraient dans nos réseaux nationaux et internationaux, puisque c'est une initiative qui ne peut être centrée sur la France, ni même sur l'Europe. C'est une initiative qui doit vraiment discuter au niveau mondial. Dans ce cadre, nous avons déjà une démarche de rapprochement avec nos collègues de l'Université Mohamed VI au Maroc, puisque nous pensons aussi qu'il y a des régions et des continents qui vont être vraiment au cœur de ces enjeux, et l'Afrique en fait partie. Et nous aurons ensuite un maillage au niveau mondial avec d'autres collègues régionaux. Alors cette structure, maintenant que vous avez compris en fait à quoi nous souhaitons la dédier, elle est en fait à vocation, comme l'a dit à maintes reprises dans son introduction Vincent, à vocation de rayonnement par rapport à l'école des mines. Et au-delà donc de cette inclusivité dont j'ai parlé, nous cherchons à déployer nos connaissances de sorte que nous participions au débat public qui parfois manque de rigueur et de fond scientifique, si je peux me permettre. Donc en interne, et comme nous pensons aussi que ce qui va être le moteur de notre institut, ce sont les jeunes, nous allons avoir un parcours doctoral dédié et un parcours académique dédié pour à la fois nos élèves du cycle ingénieur civil, mais également l'ensemble des élèves de toutes les formations spécialisées que nous opérons, et pour tous les doctorants qui seront finalement les éléments de notre maillage, puisque ces doctorants seront forcément dans des sujets interdisciplinaires et obligeront finalement le croisement entre les différents départements que j'ai cités.
Donc il y aura des éléments de reconnaissance dans une communauté scientifique avec le déploiement de séminaires, des publications ad hoc qui permettront de diffuser vers l'extérieur, avec des formats qui sont au-delà de la publication scientifique propre, qui est bien, mais un petit peu ardu quand même. Et puis une participation dans l'ensemble des événements qui feront la vie de notre institut. Donc sa structure, elle est très simple. Elle est appuyée sur les 17 centres de recherche. Elle est soutenue par la Fondation puisque nous allons fonctionner sur le mode du mécénat. Elle sera pilotée par une petite équipe autour de moi et puis un comité de suivi interne. Et elle aura des référents à l'extérieur qui seront d'une part un conseil composé de nos mécènes et qui s'adaptera à notre charte de déontologie, comme ça a été bien précisé, et un comité scientifique avec des personnalités académiques, et puis un comité qui regroupera les partenaires de l'Institut, nous permettant en fait de mettre en place des échanges entre les différents instituts. Donc je ne veux pas vous rentrer dans le détail des différents organes. Donc l'idée de l'influence, c'est que, en fait, effectivement, aujourd'hui, un peu comme tous les chercheurs, je pense qu'on ne sait pas très bien communiquer sur ce qu'on fait. Et je pense que malgré tout, c'est très important qu'on arrive à faire sortir de nos laboratoires toute cette compétence qui existe et qui pourrait, puisque nous avons compris que la fenêtre de tir est quand même maintenant assez courte, être décuplante en termes de stratégie mise en œuvre au niveau national, voire au niveau international. Donc nous allons diffuser à travers des journées, des colloques, des événements comme celui-ci, et un forum de haut niveau que nous allons créer annuellement. Et puis nous allons aussi diffuser à travers des formations. Donc nous avons le projet de créer une formation de type Institut des hautes études, un peu comme l'Institut des hautes études de la Défense nationale, pour ceux qui le connaissent. Donc il y a une quinzaine d'instituts des hautes études en France aujourd'hui qui sont opérés par un ministère. Donc nous sommes en train de travailler à ce projet. Et nous aurons aussi des formations qui seront créées sur mesure pour nos partenaires, parce qu'il y a une grande demande aussi. Je pense que, en fait, la motivation qu'on a, c'est une motivation qui est très partagée. Donc les jeunes, on n'en a pas parlé, mais c'est clair qu'il y a une recherche de sens. Les chercheurs, il y a une recherche de sens. Mais nous sommes très bien positionnés pour dire que, en fait, les ingénieurs qui sont dans les grands groupes, qui sont souvent stigmatisés parce qu'ils ont une contribution très forte sur la question du changement climatique, sont également chercheurs de sens. Et ça, c'est la meilleure nouvelle pour que ça puisse faire force de levier et peut-être inverser la tendance globale. Donc nous aurons, par rapport à leurs demandes, la possibilité d'avoir des échanges et un positionnement un petit peu différent de celui qu'ils auraient adopté jusqu'à maintenant. Alors, on va parler maintenant de notre programme scientifique. Donc, nous avons proposé de décliner ce programme de manière un petit peu décalée à ce qui se fait traditionnellement. C'est-à-dire que nous n'allons pas parler de technologie, nous n'allons pas parler de choix en fait très précis par rapport à des orientations, mais nous allons essayer d'éclairer en fait 4 grandes questions. Je pense que j'ai pas mal développé la première sur cette question du design de la transition, dans lequel on va avoir une partie peut-être un peu théorique, et puis on va parler de l'aspect des technologies. Et puis ensuite, 3 déclinaisons qui vont mettre la planète au centre, une planète électrique, une planète inclusive et la planète comme enjeu d'influence. Et ce que je voudrais faire, c'est très rapidement en fait rentrer dans chacun de ces axes en vous proposant une première illustration de ce que les réflexions que nous avons en cours pourraient amener comme contribution. Bien sûr, c'est à l'état de démarrage, donc j'ai sollicité mes collègues et les élèves de l'école pour proposer leurs travaux en cours, mais nous allons monter en puissance par rapport à ce type de déclinaison, et ça va vous donner une bonne illustration, je pense, de ce que nous souhaitons faire par la suite. Donc on va commencer par donc cette planète qui souffre de ne pas avoir arrivé cette fameuse transition.
Et donc la déclinaison en fait de la question se fera, donc je l'ai dit, dans une approche assez théorique sur comment concevoir la transition. Donc là, on a des travaux qui essayent de comprendre les analogies potentielles entre certains phénomènes physiques éventuellement de transition qui pourraient être étudiés pour voir à quel moment se produisent des bifurcations et comment on peut les déclencher. À Paris, nous avons eu un exposé de notre collègue Benoît Veil du Centre de gestion scientifique qui a parlé de la question des organisations et comment les organisations aussi devaient être transformées pour pouvoir entraîner également ce changement fondamental. Et puis il y a une deuxième grande partie qui est vraiment celle associée à notre savoir-faire d'ingénieur et qui, elle, est dédiée à l'ingénierie de la transition, dans laquelle on va travailler sur toutes les technologies potentielles, sur lesquelles certains travaillent de manière très pointue, et qui vont participer donc à la mise en œuvre de cette association de solutions. Donc ce que je vais proposer, c'est de passer au premier exposé, qui s'inscrit dans cet axe, et donc je vais laisser la parole à Philippe et Marion. Merci à tous. Merci Nadia pour ton introduction. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Donc je suis Philippe Blanc, je suis chercheur au sein du Centre Observation Impact Énergie et aussi responsable du département énergétique et procédés. Aujourd'hui, c'est une présentation que l'on fait à deux voix avec Marion Boucher, qui est élève en première année du cycle d'ingénieur civil de l'école. Et c'est aussi le travail de deux doctorants, d'un docteur récemment diplômé du Centre de mathématiques appliquées, de Carlos Andrade, et d'un doctorant qui est en cours de thèse dans le paysagisme de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais faire une présentation rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est en transition. Sur comment accompagner les transitions sur la région Sud-PACA. Donc c'est une illustration. Et de voir comment on peut articuler la vision prospective qui est développée au sein du Centre de mathématiques appliquées, porté par Nadia et ses collègues, à l'expérimentation de l'énergie solaire par l'entrée du paysage pour des expérimentations locales. Alors, vous allez reconnaître le schéma qu'a présenté Nadia. Je préfère parler effectivement là, il y a les constats, mais il y a aussi des leviers d'action de niveau global. Et j'aime bien le projet Drawdown, et qui a proposé un certain nombre d'organisations, de solutions et de leviers d'action pour lutter contre le changement climatique. Et on voit qu'il y a des actions de réduction de sources d'émissions, donc sur l'énergie, l'électricité, etc. Le travail sur des puits d'absorption du carbone, liés notamment à l'arrêté d'artificialisation des sols. On voit aussi l'impact de l'éducation et de la santé, notamment sur la démographie mondiale, qui a un driver très important. Et on voit ici l'effet de levier exprimé en gigatonnes de CO2 équivalent, évité, réduit par ces actions à l'horizon. Donc c'est cumulé jusqu'à 2050, et on voit les barres minimum et maximum. Et pour aller encore un peu plus précisément, j'ai repris le graphe qu'a montré Nadia, et on voit par le dernier rapport du GIEC en avril sur le Working Group 3 qu'a présenté Nadia, on voit la même chose, mais là c'est par année en gigatonnes de CO2 équivalent réduit, et on voit les différentes sources ou les différentes travaux sur les puits d'absorption de carbone qui vont jouer de manière plus ou moins importante, avec des incertitudes plus ou moins grandes, sur la réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Et je voudrais attirer votre attention sur l'importance de l'énergie solaire, qui a le plus grand potentiel de réduction des émissions de CO2, mais aussi une grande incertitude. Cette grande incertitude, elle est sûrement liée, on va voir, à l'acceptabilité de cette implémentation, de ces modes de réduction d'énergie, de production d'énergie qui contribuent à la réduction des émissions de CO2. Alors, bien sûr, cette énergie solaire, on l'imagine, je focalise assez rapidement, doit s'implémenter dans toutes les régions du monde, sûrement. En France, bien entendu, on a entendu tous parler du futur énergétique de RTE qui prévoit entre 70 et 200 gigawatts crête de photovoltaïque en France.
Et là, je voudrais assez rapidement converger sur la région Sud-PACA. Et quand on voit le schéma régional d'aménagement du développement durable d'égalité des territoires, le SRADET, qui a été publié en 2020, qui a pour objectif notamment la lutte contre le changement climatique, mais aussi la pollution de l'air et un certain nombre 11 domaines. Pour l'aspect lutte contre le changement climatique, la région s'inscrit dans un objectif de neutralité carbone dès 2050. Et on voit que parmi les axes de cette neutralité carbone, effectivement, on voit apparaître le solaire, qui actuellement, bien que la région soit extrêmement abondante en termes de ressources solaires, n'est pas très développée en termes de photovoltaïque, par exemple, puisqu'on en est actuellement à 1,6 gigawatt crête pour les 11 gigas ou 12 gigas actuels en France, avec une progression très importante vers 47 gigawatts crête en 2050, dont 34 gigawatts crête sur toiture. Alors, gigawatt crête, c'est une quantité de puissance installée photovoltaïque. Ça correspond à peu près, 1 gigawatt correspond à 1000 hectares. Donc, on voit un peu le nombre de mètres carrés auxquels on pense pour faire cette transition énergétique, pour réduire les effets du changement climatique. On voit que cette forte croissance du photovoltaïque doit s'accompagner de solutions de stockage d'énergie, dont l'hydrogène, les batteries, etc. Donc tout ça, on voit les objectifs et bien entendu est noté la maîtrise de la consommation énergétique. Et je passe, bien entendu, c'est un document de plusieurs centaines de pages, une liste non exhaustive ici d'actions pour la neutralité carbone. Alors, je ne suis pas un spécialiste de prospective. J'essaie de le résumer par je trouve que la citation de Berger 1960 est intéressante. C'est justement la prospective est une réflexion sur l'avenir qui s'applique à en décrire les structures les plus générales et voudrait dégager les éléments d'une méthode applicable à notre monde en accélération. C'est prendre l'altitude. L'attitude prospective, c'est de se préparer à faire. Donc ça, c'est intéressant. On a une injonction de neutralité carbone, une volonté d'augmenter le solaire en région PACA. Eh bien, la prospective est une méthodologie, une méthode qui permet l'exploration de différents scénarios en prenant en compte les objectifs et les contraintes de la région Sud-PACA. Donc, quel est, par exemple, le mix énergétique qui doit accompagner le développement de ces énergies renouvelables, notamment solaires? Ou développer les installations, donc la spatialisation, ou développer les installations de captation des énergies solaires, à côté des territoires qui consomment le plus, ou à côté des territoires qui ont le plus de ressources? C'est une question. À quel rythme, question temporelle, à quel rythme déployer ces technologies? Donc c'est bien à ce sujet-là que Carlos Andrade, dans sa thèse, a abordé en développant un modèle de prospective qui s'appelle TIMES. Alors l'acronyme de TIMES, c'est un double acronyme, je n'avais jamais vu ça, c'est un acronyme d'acronyme, donc je ne le connais pas. Mais l'idée, c'est une trajectoire à l'échelle des territoires de la région, c'est très intéressant, c'est déjà une amorce de spatialisation de la question à la région PACA de cette transition énergétique. Il y a 9 territoires de la région PACA, et ces 9 territoires, eh bien, il faut essayer de trouver cette trajectoire. Ce qui est intéressant, c'est que Carlos a montré l'importance, voire le côté crucial, d'une économie non pas linéaire, mais une économie circulaire et sobre. Premier point. Et donc là, ce que l'on voit, c'est une très belle représentation du schéma de circularité. Donc on voit un certain nombre de circularités, par exemple, le recyclage, deuxième vie des batteries des véhicules électriques pour, par exemple, faire optimiser l'autoconsommation des systèmes photovoltaïques dans l'habitat. Et je vous passe un certain nombre aussi, effectivement, de méthanisation, etc. On voit des cercles ici, des boucles d'économie circulaire qui sont vraiment intéressantes et qui, on l'entend dans la thèse de Carlos, est absolument incontournable pour aller vers cette transition dont on a besoin. Et bien entendu, cette économie circulaire se traduit dans le temps et dans l'espace, par les territoires qu'il a subdivisés, grâce à cette méthodologie de prospective. On voit en jaune, par exemple, je suis extrêmement rapide, l'augmentation en fonction des différents territoires, de la part, donc c'est les années qui sont représentées par ces tranches, de la part de la production électrique photovoltaïque en région PACA. Alors bien entendu, quand on part sur cette spatialisation, il faut redescendre encore dans les échelles. Pardon, j'ai du mal à rester en place. Je ne peux pas en fait. Je parle assez fort peut-être. Et bien entendu, quand on parle de spatialisation, bien on peut, c'est notre activité de recherche dans notre centre, procéder à des spatialisations des ressources renouvelables, notamment solaires, et de faire des travaux de type système d'information géographique.
Et bien là, donc, c'est une carte de la région PACA, de la quantité d'énergie solaire disponible annuellement, et on voit sa répartition spatiale, et bien entendu, on a des répartitions temporelles, mensuelles, multiannuelles, etc. On peut faire un certain nombre d'éléments d'analyse de ce potentiel solaire spatialisé à une échelle d'une centaine de mètres de résolution. On descend à des échelles encore plus fines quand il s'agit de développer cette énergie solaire à l'échelle urbaine, et on a des activités de recherche sur les cadastres solaires, et même au-delà, à des résolutions métriques. Je voudrais vous montrer cet exemple qui est ici, qui est une jolie représentation, mais qui finalement représente une partie du moyen pays derrière Torrent, pour ceux qui connaissent, Val-de-Roure. Donc c'est une zone qui fait 19 000 hectares. Ce que l'on a fait grâce à cette carte et le système d'information géographique, on a couplé les différentes contraintes et enjeux, par exemple patrimoniaux, biodiversité, forêt, etc., pour trouver les endroits qui ont le moins de contraintes possibles et qui ont le meilleur ensoleillement possible. Et c'est les zones blanches qui sont là, que l'on peut voir. Toutes les autres sont des zones qui ne sont pas favorables au développement des énergies renouvelables, car la spatialisation de ces énergies, vous avez compris, 1 gigawatt à 1000 hectares, mais il faut trouver ces hectares. Et donc, cette carte-là permet de dégager 4000 hectares qui ont le moins de contraintes possibles pour le développement des énergies solaires dans un endroit très particulier qui est du côté de Val-de-Roure, derrière Grasse, au pays de Grasse, dans le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. C'est sûr que cette cartographie-là et ces cartographies aident, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on sent bien, et on l'entend bien ces temps-ci, que ces approches descendantes de cartographie, d'approche d'ingénierie qui visent à appliquer, à plaquer une réalité d'ingénierie sur un territoire ne parlent pas aux gens, et on a des problèmes d'acceptabilité sociale de cette implémentation des énergies renouvelables, aussi vertueuse soit-elle du point de vue du changement climatique. Et donc c'est là que c'est intéressant de voir que l'entrée du paysage est intéressante, comment le paysage va être transformé par l'énergie et comment le regard des énergies peut transformer le paysage. C'est une question que l'on se pose dans le domaine du paysagisme pour réconcilier les approches descendantes de planification, de type SIG par exemple, avec des approches d'initiative locale. Comment on fait pour articuler les deux? Et en quoi le prisme du paysage permettrait-il de dépasser l'atterrissage forcé d'ingénierie qui passe à côté de l'épaisseur des situations paysagères locales? En quoi les installations solaires pourraient-elles entretenir, réparer, enrichir, dynamiser un site, un lieu? En quoi l'insertion des installations au sein des sites et de leur situation pourrait-elle réactiver nos attentions sur le partage des énergies et la mutualisation des autres ressources, comme celle de l'eau, qui est très importante dans le bassin méditerranéen? C'est le cadre de la thèse de Joris Mazafon, une thèse qui est en codirection entre l'École nationale supérieure de paysage de Versailles et l'École des mines de Paris, qui vise à faire émerger les potentiels de transition par le prisme à la fois du paysage et de l'énergie, pour faire une mise en regard des expériences locales en contexte méditerranéen. Et pour cela, 3 zones d'intérêt ont été étudiées dans le cadre de la thèse de Joris. Une première à l'échelle d'action d'un poste source d'Enedis, donc au large de Val-de-Roure, au moyen pays derrière Grasse. Un endroit à l'échelle d'un site industriel qui est à côté d'Aramon et d'un site patrimonial très important qui est le Pont du Gard. Comment on fait en regard les deux? La fameuse tour d'une centrale thermique qui fait 250 mètres, qui a la même taille que le Pont du Gard juste à côté, donc il y a des mises en regard qui sont très intéressantes. Et enfin, on va en parler un petit peu plus avec Marion, à l'échelle d'un jardin qui est celui du jardin du domaine des Rayoles. Alors, pour croiser ces regards, nous avons eu une démarche pédagogique, les regards entre le paysage et l'énergie, une démarche pédagogique dans le cadre d'une activité pédagogique très particulière de l'École des Mines, qui s'appelle le métier d'ingénieur généraliste, les MIG, qui est une activité de 3 semaines, où on a, chaque année, depuis 2018, fait se rencontrer des élèves ingénieurs en première année de l'École des Mines de Paris, comme Marion, et des élèves ou des jeunes diplômés de l'école de paysage, des écoles de paysage en France, et nous avons procédé à un certain nombre de MIG solaires tous les ans, un sur la reconversion de la centrale EDF thermique d'Aramon, un sur la livraison du dernier kilomètre à Nice par des triporteurs photovoltaïques, un sur la commune de Serrano qui est autour du poste source à Val-de-Roure, et enfin, celui dont va parler Marion maintenant, le domaine du Rayol, comment créer une dynamique de transition énergétique à l'échelle d'un jardin.
Voilà, je te laisse la place. Donc c'est donc dans cette idée de transition énergétique à une échelle locale qui est venu se placer le MIG sur lequel j'ai pu travailler au mois de novembre, et dont a parlé Philippe, et qui était expérimenter les transitions au domaine du Brayol, jardin de Méditerranée. Donc tout d'abord, vous ne savez peut-être pas ce qu'est le domaine du Rayol. Donc c'est une propriété, une ancienne propriété de millionnaires qui se trouve au Rayol Canadel, au bord de la mer, et qui en 1989 a été rachetée par le Conservatoire du Littoral, qui en est encore aujourd'hui le propriétaire, et qui a confié à ce moment-là au paysagiste Gilles Clément complètement réinventer le jardin. Et il en a fait un jardin paysager, le jardin des Méditerranées, qui aujourd'hui est ouvert au public et qui accueille tous les ans de nombreux visiteurs. Et donc l'objectif, la mission de notre MIG était donc pendant ces 3 semaines d'organiser la transition énergétique et écologique de ce jardin, en prenant en considération un partage de valeurs, donc de valeurs tout d'abord de préoccupations écologiques que l'on voulait transmettre aux visiteurs, mais également d'attention à l'intégration paysagère, également un partage de ressources et d'énergie en envisageant de proposer au voisinage du jardin l'énergie produite dans le domaine. Donc ainsi, ce projet va chercher à pouvoir mettre en collaboration 3 types d'insertion. Donc une insertion paysagère des installations que l'on va poser pendant notre projet, une insertion dans le réseau électrique des moyens de production, et enfin une insertion dans le jardin pédagogique avec, comme je l'ai déjà dit, une volonté éducative. Et donc, moi j'ai plus particulièrement travaillé sur le premier point, sur l'intégration paysagère des moyens de production, et tout particulièrement sur ce qui concerne l'eau, puisque comme on peut l'imaginer, pour un jardin paysager, la question de l'eau est centrale, puisqu'on a des besoins en eau qui sont très importants, que ce soit pour l'arrosage des plantes et l'irrigation, mais également pour les infrastructures, par exemple le restaurant qui se trouve dans le domaine. Et ces besoins en eau ne sont pas en adéquation avec les précipitations, et ne sont pas au même moment. Donc il va forcément avoir des besoins de stockage. Et c'est à ce moment-là que l'équipe avec laquelle j'ai pu travailler pendant 3 semaines et moi avons élaboré un plan, un projet qui se basait autour d'un grand réseau de l'eau qui allait mettre en relation différentes installations. Par exemple, une installation de récupération et traitement des eaux usées par lagunage naturel, donc qui me permettait de traiter les eaux usées du jardin sans produits chimiques et sans intervention humaine et qui s'intégrerait dans le paysage. Ou alors une autre installation qui va mettre en relation eau et énergie, qui est une micro-STEP, donc STEP pour station de transfert d'énergie par pompage, et qui va du coup profiter du dénivelé au sein du jardin pour avoir un stockage d'énergie et un stockage de l'eau, puisqu'on aurait un point d'eau, une grande cuve située dans les hauteurs du jardin. Et tout ce travail, il a été fait en étroite collaboration avec des élèves paysagistes, et sans lesquels on n'aurait pas pu aboutir à ce à quoi on a abouti, puisqu'ils ont eu un impact très important sur notre travail. Tout d'abord parce que nous, de notre point de vue d'ingénieur, on avait tendance à chercher à produire efficacement de l'énergie dans le jardin, sans se préoccuper de l'intégration de nos projets dans le jardin. Et on se disait simplement, on voyait une succession de petits projets, de petites installations, sans chercher à prendre un petit peu de recul. Et ils nous ont beaucoup aidé à prendre du recul, à créer un projet qui est cohérent, un ensemble cohérent. Et donc nous sommes arrivés à créer un sentier des énergies au sein du jardin, etc. Et j'ai également pu, plus personnellement, travailler directement avec une paysagiste pour le projet de récupération et traitement des eaux usées par lagunage. Et donc cette paysagiste m'a aidé notamment donc, pour les bassins à imaginer quelles plantes on pouvait utiliser, quelle allait être l'évolution de l'aspect esthétique des bassins au fur et à mesure des saisons, et comment réellement ces bassins peuvent-ils s'intégrer à l'intérieur du jardin et qu'ils ne soient pas un point de production en plus et qu'il n'ait aucune raison d'être ici. Donc c'était vraiment allier paysage et production d'énergie et traitement de l'eau ici. Et donc je pense sincèrement que les élèves paysagistes nous ont permis de produire
un projet très intéressant et qui n'aurait jamais pu être tel qu'il est sans eux. Merci Marion pour ce témoignage et cette présentation. Alors on arrive à la conclusion. Je vous ai montré que en fait, la conception des transitions doit s'articuler entre la prospective que l'on mène au CMA, peut s'articuler, et une approche couplée entre l'énergie et le paysage. On trouve que c'est extrêmement signifiant, à différentes échelles, du global pour la prospective jusqu'à un certain point, la région, les territoires de cette région, au local, une expérimentation du jardin du Réole qui fait 12 hectares, donc voilà, et ça peut mettre en place une dynamique de changement et de perception, de changement de regard sur les énergies renouvelables que peuvent avoir les citoyens autour. Et ça, sur différents horizons de temps, de 2050 à maintenant. Ce qu'on peut aussi définir, voir aussi, c'est que cette synergie entre le paysage et l'énergie est extrêmement féconde pour nos étudiants, à la fois les étudiants de paysage et les étudiants d'énergie. On voit que depuis 2018, à chaque fois, il y a un matching extrêmement important et des échanges importants. Il y a des élèves de l'école des mines qui ont entamé des cursus de paysage, des cursus d'urbanisme avec ces MIG. Donc on voit qu'il y a une grande complémentarité et un enrichissement mutuel entre nos deux écoles, l'école de l'énergie, l'école de l'ingénierie et l'école du paysage. Et on voit que de présenter ces MIG solaires à nos élèves en première année permet de leur induire en fait une pensée écologique au sens de Sébastien Travadel et de Franck Ganeri dans leur livre « Le petite philosophie de l'ingénieur », c'est-à-dire une pensée consciente des relations étroites qui gouvernent les agissements humains dans un monde fini. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc en fait, un exemple de la complexité de l'intégration de certains éléments du prisme et qui peuvent nous ramener même à la question de l'acceptabilité que tu avais mentionnée au départ, de la difficulté de l'implémentation de cette transition. Alors le deuxième grand axe, c'est celui de la planète électrique, point d'interrogation. Vous n'êtes pas sans savoir que parmi les injonctions à la décarbonation, l'électrification est une injonction très forte. Et donc, dans cet axe, nous souhaitons interroger la pertinence, en fait, de cette orientation. Et toujours de la même façon, en essayant de voir si, effectivement, on n'arrive pas à une certaine contradiction, parfois, quand on regarde le système dans sa globalité et quand on essaye d'évaluer les conséquences de certains choix par rapport à l'enjeu qui est toujours celui de décarboner au final. Donc je vais passer la parole à Robin qui va nous éclairer cette question sur un exemple. Bonjour à tous et merci Nadia pour l'invitation à prendre la parole sur cet axe planète électrique, point d'interrogation. Donc je suis Robin Ginara, enseignant-chercheur au Centre Persée, ici à Sofia, et je vais utiliser ces 10 minutes pour évoquer quelques questions autour de l'évolution des usages de l'électricité. Ça marche. Voilà. Faut pas que je me déplace trop. C'est à la fin des années 50 que le scientifique américain Charles Keeling commence à mesurer le taux de CO2 dans l'atmosphère, et dans les années 70, on commence à avoir déjà pas mal d'observations, et le problème est pris au sérieux par la communauté scientifique. La suite, vous la connaissez, Nadia en a parlé, c'est la création du GIEC, les COP successives et ces émissions qui continuent d'augmenter. Si on s'en tient à cette courbe, le scénario net zéro, proposé l'année dernière par l'Agence internationale de l'énergie, semble prendre la mesure du temps qu'il nous reste plus que du temps qu'il nous faudrait pour réduire nos émissions à un niveau suffisant et maintenir la hausse des températures en dessous de 1,5 degré. Bon, vu comme cela, on ne peut pas dire que le chemin parcouru soit très réjouissant, mais il faut aussi acter les évolutions positives qui ont eu lieu ces derniers temps. Et si l'on regarde, je dirais, moins loin dans le passé, depuis le Grenelle de l'environnement, les objectifs 20-20-20, dont on parlait il n'y a finalement pas très longtemps, c'est notre vision collective du futur qui s'est assez bien affinée. Et en France, en Europe et dans le monde, le net zéro 2050 prend une place de plus en plus importante. La déclinaison française dont on parle depuis 3-4 ans, c'est la stratégie nationale bas carbone, qui sera mise à jour cet été avec un volet industriel assez attendu.
L'objectif est d'avancer avec des outils de suivi et un cap, de se donner un cap pour 2050. Bien sûr, tout ça s'affinera avec les années et avec le débat scientifique et démocratique que nous appelons tous de nos voeux, chercheurs, même si nous sommes que des chercheurs, et pour finalement s'appuyer sur des quantifications qui doivent nous permettre de distinguer, de discerner dans l'action politique entre ce qui est compatible avec la neutralité carbone et ce qui ne l'est pas. Ce que vous avez devant les yeux, là, ce sont les évolutions des émissions de CO2 telles qu'elles sont envisagées dans la feuille de route de cette stratégie. Et là où certains railleront peut-être l'ambition en regardant les évolutions passées, ce que j'aimerais faire, c'est plonger dans 3 secteurs pour vous expliquer comment une telle ambition est possible. Alors évidemment, j'ai peu de temps et j'ai quand même envie de pointer les limites de ce dont je vous parlerai et d'évoquer un tout petit peu la richesse et la complexité de ces sujets qui font tout l'intérêt de nos travaux de chercheurs. Alors, tout d'abord, pour comprendre comment on peut se donner une telle ambition, il faut d'abord accepter le caractère formidable du vecteur électrique. C'est ce que je vais commencer par faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans la bataille de chiffres parce que le sujet est assez complexe. Quand on parle des facteurs d'émission, par exemple pour l'usage chaleur, ici en scope 2, mais il faut le reconnaître, les excellentes performances de notre mix électrique actuel en France et celles encore meilleures de notre mix futur. Si l'on se compare aux énergies fossiles, on parle bien ici d'une réduction d'un facteur entre 10 et 15. Alors, au-delà des performances carbone, l'électricité est une énergie beaucoup plus noble que celle des autres vecteurs, et pour le même service rendu, on peut imaginer des consommations 2 à 3 fois moindres, par exemple, avec les pompes à chaleur pour le chauffage et avec le véhicule électrique dans le transport. Pour l'industrie, la question est un petit peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, pour des process comme ceux de la cimenterie ou de la chimie, il est plus difficile d'imaginer une décarbonation complète aujourd'hui. Et l'usage qui est fait de la chaleur dans l'industrie n'est pas toujours si facile que ça à électrifier. Mais si vous discutez avec mes collègues de l'équipe Plasma, qui développent les procédés du futur en la matière, ils vous diront qu'on sous-estime largement aujourd'hui ce qui est électrifiable dans l'industrie. Alors, ce serait un petit peu délicat de parler d'industrie aujourd'hui sans parler d'hydrogène, vu l'importance du sujet. Et c'est bien dans l'industrie que l'hydrogène a un rôle majeur à jouer dans la décarbonation. Et c'est bien avec de l'électricité bas carbone qu'il faut produire cet hydrogène. Au Centre Percé, nous développons différents travaux sur ce sujet de l'hydrogène avec des thèses qui sont expérimentales dans certains groupes et puis d'autres travaux plutôt prospectifs. Donc j'espère que vous êtes convaincus maintenant de manière quantitative du caractère miraculeux de l'électrification. Alors, c'est RTE qui a été mandaté pour analyser cette stratégie nationale bas carbone et pour étudier les futurs énergétiques possibles. Et ce que vous avez là devant les yeux, c'est finalement 100 ans de notre histoire du système énergétique français, avec à gauche du trait rouge l'histoire passée et à droite du trait rouge l'histoire future. Alors, certains d'entre vous, peut-être, ont connu le miracle de la croissance exponentielle de la fin des 30 Glorieuses. Peut-être qu'il y en a plus qui ont vécu la crise pétrolière des années 70. C'est d'ailleurs à cette époque que l'école des mines est venue s'installer à Sophia Antipolis. Et à l'époque, déjà, rapidement, il y a eu un centre d'énergétique dans lequel certains de mes collègues de Percé ont fait leurs premières armes. Et ce que vous voyez ensuite, ici, en jaune, c'est la véritable transition énergétique réalisée par EDF. Voilà un exemple, on en a vu un, par EDF à l'époque avec le développement du parc nucléaire. Et ce que vous voyez en rouge, là, c'est la question qui est posée à RTE, à savoir comment se préparer à la fois à la fin de vie du parc nucléaire historique et à l'électrification massive qui est nécessaire dans la stratégie nationale bas carbone. Alors, je ne vais pas vous poser cette question qui fâche tout le monde et qui fait qu'on finit par se taper dessus, de savoir si vous préférez le mix 50% nucléaire ou le mix 100% renouvelable. Je vais plutôt vous orienter vers une autre question qui est plus liée à notre thème ici, planète électrique, point d'interrogation, à savoir, pensez-vous que l'objectif de 55% d'électricité, ici 55% dans la consommation finale d'énergie, par rapport à 25% aujourd'hui, donc il y a une évolution, hein, on parle bien d'une électrification assez importante, mais pensez-vous que ce chiffre-là, il est finalement trop faible, pas assez ambitieux, ou juste ce qu'il faut, ou finalement beaucoup trop important par rapport à ce qu'il faut faire? Bon,
Je pourrais vous faire lever la main. Bon, je pense que je vais passer pour avancer. Et puis, surtout, je me garderai bien de répondre moi-même à cette question maintenant. Et ce que je vais faire plutôt, c'est, après vous avoir vendu le miracle de l'électrification, j'aimerais vous donner quelques difficultés que peut poser l'électrification et finalement les limites qu'il peut y avoir dans tout ça. Alors, mon collègue Damien Goetz, il faut aller regarder les vidéos sur YouTube qui existent, donc lors de la séance parisienne, a présenté les limites liées au problème des matériaux, qui peuvent limiter le développement des véhicules électriques, des batteries. Très bonne conférence là-dessus qu'il faut aller voir sur le YouTube de l'Institut. Et pour ma part, je vais vous présenter une limitation liée au chauffage et en particulier à l'utilisation des pompes à chaleur. Alors, tout d'abord, il n'est pas si évident que ça de mettre des pompes à chaleur partout. Pour des questions d'urbanisme, d'architecture, de place occupée. Bon, cette petite photo là vous donne, je ne sais pas si vous les voyez, les pompes à chaleur, donne une petite idée du problème que cela peut poser. Donc, il faut, d'une manière générale, tenir compte des différentes conditions de mise en œuvre de tout ça. C'est pour ça que nous développons, en partenariat avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, qui sont juste à côté, des outils de modélisation prospective qui tiennent compte de tous ces aspects. Mais il y a aussi une contrainte technique relative au système électrique. Et c'est tout d'abord, l'énergie électrique ne se stocke pas bien, comme vous le savez certainement. Et par ailleurs, la consommation de chauffage est sensible à la température. Aujourd'hui, ça représente 50% de notre pointe électrique sur le système électrique. Et pourtant, cette consommation de chauffage n'est que 15% de notre production totale d'électricité, et l'électricité nous permet de couvrir seulement aujourd'hui 15% de notre besoin de chauffage. Donc on comprend bien l'importance qu'il y a à regarder l'évolution de la pointe électrique lorsque l'on pense électrification du chauffage. Et les effets de cette pointe électrique peuvent être vus à l'échelle du... Oh, c'est là qu'il faut que je pointe. Je ne suis pas meilleur que les autres pour pointer. Donc, la petite étoile en haut à gauche, les problèmes peuvent se poser à l'échelle du système européen. Si tous les pays d'Europe prennent la même trajectoire d'électrification du chauffage, mais elle peut aussi se poser, la petite étoile en bas, là, à l'échelle de vos câbles d'Enedis dans votre quartier. Si on électrifie tout un quartier, on peut se retrouver avec un problème dans les réseaux d'Enedis. C'est pour ça que nous travaillons en partenariat avec Enedis depuis de nombreuses années sur la modélisation de la courbe de charge, appareil par appareil, usage par usage. Et nous développons aussi en parallèle des outils d'optimisation qui permettent d'optimiser l'évolution du chauffage et le système électrique dans son ensemble, à la fois côté distribution et côté transport. Et dans ces optimisations, nous essayons de tenir compte des possibilités de flexibilité qu'il y a sur la demande. Si l'on revient au chauffage, cette analyse, ce qu'elle montre, c'est l'importance, qui a déjà bien été énoncée dans les présentations précédentes, qu'il y a à considérer tous les autres leviers dans la transition, et pas seulement de se focaliser sur les choses qui ont l'air les plus performantes au premier abord. Et à quoi je pense ici, évidemment, dans le secteur du bâtiment? Je pense à la rénovation et à la sobriété, qui sont des piliers pour faire avancer la transition énergétique dans le bâtiment, mais qui ne sont pas les trucs les plus faciles à déployer. Ça peut être cher, ça peut être difficile à mettre en œuvre. Je pense aussi à l'intérêt du biogaz et du bois énergie. Alors bien sûr, le biogaz et le bois énergie, ce sont des ressources contraintes également, mais elles ne sont pas contraintes en puissance comme l'électricité, elles sont contraintes en volume de par l'utilisation du territoire qu'elles impliquent. Et donc, la question ici est différente. Et pour ça, nous travaillons également avec des modélisations, avec des systèmes d'information géographique pour essayer de trouver les bons gisements, le même genre de méthodes qui ont été présentées par Philippe avant. Et finalement, ce qu'on comprend, c'est que le rôle du gaz, ici, doit changer. On doit réduire considérablement les volumes de gaz consommés, mais le gaz doit rester important pour son service de puissance. Et dans le cadre du chauffage, ce qui peut jouer ce rôle-là, c'est l'utilisation de pompes à chaleur hybrides qui peuvent venir, en période de grand froid, soutenir le réseau avec une utilisation de gaz. Donc cette hybridation, d'une manière générale, entre le système électrique et le système gazier, c'est un élément assez important quand on pense l'évolution du système énergétique aujourd'hui. Alors, cette cartographie de la place occupée dont je parlais pour le biogaz, elle est aussi importante pour les énergies renouvelables, et je crois que Philippe l'a bien montré. Donc, inutile d'aller beaucoup plus loin. Elle est utile quand on pense le système électrique et son évolution, la manière dont on va brancher, comment les flux dans les câbles vont évoluer, et elle est utile, comme Philippe l'a bien dit, pour des questions d'acceptabilité.
Parce que finalement, la contrainte qui pourrait bien freiner notre besoin d'électrification dans les années à venir, c'est notre difficulté à avoir un rythme de développement suffisant de moyens de production bas carbone. Parce que même dans le scénario de RTE qui est le plus engagé en termes de nucléaire, là c'est le N03, les rythmes de développement qui sont envisagés pour les énergies renouvelables, donc photovoltaïque, éolien, onshore, éolien offshore, ces rythmes de développement sont supérieurs aux rythmes que nous avons connus en France jusqu'à maintenant et qui posent déjà des problèmes d'acceptabilité. Et ces rythmes, il faut les tenir de maintenant jusqu'à 2050. Donc on comprend bien que l'ambition qu'il y a ici et la difficulté de ce sujet. Et côté nucléaire, la situation n'est pas forcément plus facile. C'est-à-dire que les ambitions qu'il y a dans les scénarios nucléaires de RTE sont assez importantes en termes de développement de nouveaux réacteurs nucléaires et la temporalité n'est pas du tout évidente et gagnée d'avance. Et par ailleurs, ces scénarios supposent que l'on maintienne jusqu'à 2050 pour certains en état de fonctionnement les centrales nucléaires actuelles avec des facteurs de charge qui devraient rester, je dirais, pas ceux de cette année, mais ceux des années passées au moins. Donc, finalement, on s'est habitué ces 30 dernières années à avoir une abondance sur le vecteur électrique, à considérer que l'électricité était un vecteur infini, et peut-être que dans les années à venir, il se pourrait que ce soit du côté de la production que la contrainte vienne dans notre envie d'électrifier tous les usages. Donc voilà, pour conclure, au-delà du système électrique, cette question de l'électrification soulève plein de questions qui ont déjà été mentionnées sur notre manière de voir le territoire, avec plusieurs échelles, de l'échelle européenne, à l'échelle de la collectivité, et à l'échelle de la ville, il faut penser l'urbanisme, comme l'a dit Philippe, avec la question énergétique. Je pense que Philippe l'a bien montré. Et puis dans nos campagnes, il faut imaginer continuer à nourrir les populations, peut-être continuer de produire de l'énergie, et tout ça dans le respect de la biodiversité et du vivant. Évidemment, le vivant, nous en faisons partie aussi, et il y a dans la transition tout un tas de questions, par exemple avec la sobriété, qui nous appelle à modifier nos comportements individuels et collectifs, et qui sont très importants. Donc, j'espère qu'avec ce bref aperçu des espoirs et des problèmes que pose l'électrification, je vous aurai appris quelque chose, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Robin, et c'est une très bonne transition pour le troisième axe, qui est celui qui parle de la planète inclusive. Les axes, en fait, se chevauchent les uns avec les autres. Et donc, ce qui a été mentionné nous rappelle que nous sommes dans une planète où il y a des questions d'échelle qui vont être à la fois sur les ressources, qui vont être à la fois sur la disparité régionale, dont j'ai parlé en première partie, qui vont être à la fois au niveau social, sur les difficultés que certains choix pourraient entraîner pour certaines parties de la population. Et donc, c'est autour de ça que nous dédions cet axe. Et l'illustration que vous allez avoir est une illustration qui est plus tournée vers la question de la ressource. Donc, Tatiana, merci de venir nous expliquer ce point de vue. Bonjour à tous, bonsoir. Oui, j'aimerais vous donner un exemple ce soir, comment on peut utiliser la matière biosourcée pour faire les matériaux. Et je vais faire le lien avec la présentation d'avant de Robin qui a parlé de chauffage. Et en fait, oui, on chauffe en hiver, on fait la climatisation, on utilise la climatisation en été, mais on perd beaucoup d'énergie. Et le secteur de construction, en fait, consomme 40% d'énergie totale. Et c'est les bâtiments qui sont très énergivores. Et aussi, il faut compter les pipelines qui éjectent la chaleur, le transport. Et ça, c'est un exemple de modélisation d'un bâtiment qui chauffe à l'extérieur. Et un exemple de perte de chaleur par la toiture, par les vitres, par les murs et par les sols. Donc, il y a une énorme perte d'énergie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter?
Donc je vais vous donner un exemple de matériaux qu'on développe. En plus, on développe des matériaux biosourcés pour essayer de contourner, de résoudre ce type de problème. Donc, quelle est la solution? La solution est d'utiliser des matériaux isolants, performants pour isolation thermique. Donc, ces matériaux ils doivent être intéressants et performants au niveau énergétique et aussi au niveau d'éco-bilan. Il y a évidemment des matériaux qui existent dans le commerce. Donc, il y a les mousses synthétiques, polystyrène expansé, polyuréthane, des matériaux comme laine minérale, les matelas de cellulose, de fibres naturelles. Et quel est le principe de ces matériaux isolants? Ce sont les matériaux poreux à basse densité remplis par l'air. Parce que l'air, c'est un très bon isolant. C'est pourquoi on porte des dounes en hiver. Donc, ce que nous, on fait, on travaille sur, on développe les matériaux poreux. Pourquoi il faut améliorer ces matériaux qui existent déjà? En fait, plus l'isolation est performante, plus la couche d'isolation est fine. Et si vous voulez isoler dans vos maisons, vous n'êtes pas très intéressé de mettre en couche très épais parce que vous allez perdre les mètres carrés de pièces à l'intérieur. Est-ce qu'on peut imaginer les matériaux super performants, isolation thermique, isolant thermique, avec isolation thermique, conductivité thermique qui est plus basse que l'air. Donc, j'ai donné un exemple que l'air est très bon isolant thermique. Est-ce qu'on peut imaginer un matériau qui a la conductivité thermique qui est plus basse que l'air? La première réponse que c'est difficile à imaginer. Et en fait, il y a des panneaux isolants sous vide. Mais le vide, il n'y a pas de l'air, donc là, évidemment, c'est un très bon isolant. Et il y a des matériaux qui s'appellent les aérogels. Qu'est-ce que c'est les aérogels? Vous savez, les gels, hein, le gel, par exemple, de gélatine, hein, c'est un réseau qui est rempli, réseau solide qui est rempli par liquide. Les aérogels, ce sont les réseaux qui sont remplis par l'air. Et pourquoi ça marche? En fait, ce sont des réseaux qui sont tellement nanostructurés avec la conductivité thermique qui est plus basse que l'air. Donc, vous avez un matériau poreux, comme ça. Je pensais à amener un échantillon, mais j'ai oublié, j'étais désolée. Avec l'air dedans, mais avec la conductivité thermique qui est plus basse que l'air. Pourquoi c'est intéressant? Je vous donne un exemple. Pour la même performance thermique, le panneau de laine minérale, il faut avoir 16 cm en épaisseur, le polystyrène expansé 14 cm, panneau isolant solide que 3 cm et les aérogels de silice que 6 cm. Donc on voit un gain très intéressant dans l'utilisation de ce type de matériaux. Les panneaux isolants sous vide sont évidemment le plus performants parce qu'il y a vide dedans, mais il y a le problème que s'il y a un petit trou dedans, donc il n'y a plus de vide et ça ne marche plus. J'aimerais rentrer un tout petit peu dans les détails techniques sur les aérogels, comment ça marche et quelles sont les caractéristiques de ce type de matériaux. Donc, les adjectifs quand on décrit les aérogels, c'est avec le mot très. C'est les matériaux avec très haute porosité, à 95%, très petite taille de pore, plus petite qu'un micron, c'est la taille des pores autour de quelques dizaines de nanomètres, et très haute surface de pores internes. Donc si vous décomposez en quelque sorte ce matériau à une plaine, dans 1 gramme de ce matériau, va couvrir plus qu'une centaine, plusieurs centaines de mètres carrés, juste 1 gramme. Donc ça,
ça fait beaucoup. Donc là, c'est la nanotechnologie. Les aérogels de silice sont les meilleurs superisolants thermiques en ce moment. Et il y a la production industrielle, pourquoi j'ai mis entre guillemets, parce que vous ne pouvez pas acheter les aérogels de silice dans Castorama, mais bon, vous pouvez acheter par Internet, hein, c'est au niveau de pilote. Les entreprises américaines sont les leaders dans ce domaine. Il y a une entreprise en Chine et il y a une petite entreprise en France qui fait les aérogels de silice. Mais la matière première est trop chère. Et c'est ça le problème pour vraiment mettre ce type de matériaux dans le commerce. Il y a les aérogels qui sont à base de polymères synthétiques, comme polyurée, polyamide, polyimide, polyuréthane, etc. L'industrialisation est possible, mais dans la fabrication de ce type des aérogels, il y a le procédé qui est trop cher. Et pour fabriquer ce type de polymère, la chimie n'est pas très éco-friendly, hein, on peut dire. Hein, c'est pas très vert. Hein, il y a des substances assez toxiques qui sont utilisées. Qu'est-ce qu'on propose? On propose de faire les bioaérogels. Qu'est-ce que c'est les bioaérogels? On utilise les polymères naturels, comme amidon, cellulose, comme pectine, comme kétosane, qui sont renouvelables, qui existent en large quantité. Et on sait fabriquer les bioaérogels avec les pores très petits, donc nanostructurés, avec différents types de formes. On peut faire les billes, les monolithes, les cylindres, tout ce que vous voulez. Et on répète, hein, avec très haute porosité, très petite taille de pores, très haute surface de pores internes, aucune substance toxique et en différents types de formes. Et il n'y a pas longtemps, on a prouvé, on a montré que, par exemple, les aérogels à base de pectine, ils sont les superisolants thermiques. Donc, ils ont des propriétés comme les aérogels de silice, avec la conductivité thermique qui est plus basse que l'air. Donc, vous avez une matière, comme ça, avec l'air dans les pores, avec la conductivité qui est plus basse. On a montré la faisabilité, mais il y a beaucoup de choses à continuer à faire. Hein. Pour l'instant, ce type de matériaux n'existe qu'à l'échelle de laboratoire. Il faut travailler sur la baisse de prix de production. Il y a le procédé toujours un peu trop cher, mais on a des idées comment contourner ce problème. Il faut protéger ces matières contre le vieillissement. Et il faut travailler sur d'autres types de matières naturelles, de polymères naturels, comme je mentionnais, la cellulose et l'amidon. Donc, cet exemple vous montre que les bioaérogels sont les matériaux innovants biosourcés pour la transition et ça peut peut-être, dans un certain temps, on peut peut-être pouvoir isoler nos bâtiments avec ce type de matériaux. Merci. Merci pour ce bel exemple. Donc, le dernier volet, c'est celui de la planète comme enjeu d'influence. Le climat est devenu un enjeu de rivalité entre les deux grandes puissances mondiales, Chine et États-Unis. Et donc, pour beaucoup aussi, c'est un enjeu de business, c'est un enjeu de positionnement économique. Et ça nous a paru très important d'essayer de décrypter, en fait, quelles sont les intentions. Et là, je vous propose une intervention par deux jeunes élèves du corps des mines qui ont travaillé sur la question de la Chine. Donc, je vous laisse la parole. Bonsoir, à nouveau merci Nadia de nous avoir proposé de participer ce soir. Donc, nous allons vous parler de ce projet donc, pour illustrer la construction des liens entre étudiants et ce nouvel institut de la transition. Donc, projet qui portait sur les enjeux d'influence de la Chine et des États-Unis sur les questions climatiques. Auquel nous avons travaillé dans un groupe de 14 étudiants. Et ce soir, nous allons nous concentrer en particulier sur la question de la
politique climatique chinoise face au changement climatique. Et pour aborder ce sujet, je vous propose de se concentrer sur les 3 indicateurs qui sont utilisés par la Chine pour fixer ses objectifs depuis 2009. Donc ce sont l'intensité carbone de l'économie, la part non fossile dans le mix énergétique et le volume des forêts sur le territoire. C'est des objectifs qui ont été revus à la hausse en 2015 et puis en 2021. Pour l'instant, je veux que vous reteniez seulement que du côté des émissions, il y a un pic d'émissions qui est prévu pour 2030, donc les émissions peuvent encore augmenter, que du côté de la part non fossile dans le mix énergétique, la Chine s'est fixée pour objectif de passer de 7% en 2009 à 25% en 2030. À chaque fois, ces objectifs sont entre 2009 et 2030. Et pour le volume des forêts, une augmentation de 40% à partir d'un volume de 14 milliards de mètres cubes durant les années 2000. Ce tableau de bord ne nous dit pas grand-chose sur l'ambition derrière ces objectifs, sur leurs conséquences pour la trajectoire climatique mondiale. Donc, pour essayer d'aller plus dans le détail, nous allons aborder 3 sous-questions. D'abord, le contexte climatique, le contexte chinois, pardon. Quels sont les enjeux de la lutte contre le changement climatique en Chine? Ensuite, face à ces enjeux, comment la Chine réagit? Quel est aujourd'hui le bilan de ces actions? Est-ce que les objectifs que j'ai présentés ont été atteints? Et puis, finalement, pour mieux comprendre ces efforts déjà réalisés, quelle est l'organisation politique sur les sujets climatiques en Chine? Alors bonsoir. Effectivement, la première question qui nous est apparue lorsqu'on a commencé ce travail documentaire avec nos camarades, c'est que les objectifs chinois sont herculéens. Ça, Albertine vous l'a fait sentir, je pense. Pourquoi? On imagine bien évidemment que ce n'est pas une sorte de philanthropie humaniste mondialiste, et donc si la Chine peut se permettre de se donner des objectifs aussi ambitieux sur lesquels elle sera jugée et observée, c'est qu'elle a fatalement quelque chose à y gagner, à se forcer à aller dans cette transition énergétique. Et nous avons voulu demander pourquoi. Et en creusant un peu l'exemple, on a pu trouver un contraste assez saisissant entre l'Occident et la Chine, dans le sens où nous, Occidentaux, avons une perception de la lutte contre le changement climatique qui se réduit finalement à une lutte permanente, une tension permanente entre le long terme et le court terme. Les États qui doivent agir en faveur pour la planète doivent constamment jouer à l'équilibriste, faire des arbitrages, des équilibrages entre les bénéfices de long terme des actions qu'ils entreprennent, préservation de la biodiversité ou de la santé humaine, et les risques de court terme pour eux, pour leur parti ou même pour le pays, grogne sociale, perte de compétitivité à court terme de certaines industries. L'exemple des Gilets jaunes en France en est un exemple saisissant. Et en fait, lorsqu'on regarde ce qu'il se passe en Chine, les bénéfices de long terme sont bien évidemment les mêmes, mais la situation économique, sociale, diplomatique de la Chine fait en sorte que, presque par un miracle, les enjeux politico-politiques de court terme pour l'État chinois sont très souvent alignés avec une action pour la transition, ce qui leur permet, à moindre coût en fait que pour les Occidentaux, de se lancer avec des objectifs aussi ambitieux. J'avais prévu 2 slides où je détaillais des exemples de synergies qu'on a trouvés dans le rapport. Je crois qu'on est déjà en retard, donc je vais passer extrêmement rapidement sur les synergies liées à la politique intérieure. J'en ai détaillé 3, on pourra en discuter après. On a une synergie au niveau de la santé publique avec la pollution de l'air qui est un vrai sujet en Chine. Décarboner est évidemment une solution. Un problème de souveraineté énergétique, les ressources s'épuisent et donc la Chine est de plus en plus dépendante d'importations massives de charbon d'alliés ou de pays non alliés, donc question importante là aussi. Et enfin, la Chine est mise dos au mur et doit nécessairement faire muter son appareil industriel dans les prochaines décennies face à l'apparition d'une classe moyenne qui demande de meilleures conditions de travail et l'arrivée dans l'Asie du Sud-Est notamment, d'autres pays qui aspirent à reprendre le titre d'usine du monde. On va peut-être détailler un peu plus, car c'est plus rapport avec l'axe qu'on illustre, les synergies en termes de politique extérieure. Premièrement, une synergie au niveau de la chaîne de valeur des filières de demain. La Chine est par chance assise sur des réserves absolument faramineuses de terres rares, et du coup, le calcul est assez simple. Si la Chine s'intègre encore en aval de la production des terres rares en produisant les outils éoliennes ou en produisant les outils panneaux solaires, on a un acteur qui devient incontournable sur une filière qui, à n'en pas douter, sera cruciale dans quelques décennies, donc un enjeu de court terme absolument évident. Deuxièmement, on a la question du soft power vert chinois. On le sait, la Chine veut s'affirmer comme leader d'un bloc du Sud qui s'opposerait assez frontalement aux États-Unis. Pour ce faire, quoi de mieux que d'investir massivement chez les partenaires souhaités, notamment l'Afrique, et pour ce faire, quel meilleur vecteur que la décarbonation et la transition énergétique.
Et enfin, on a une question plus large, plus au niveau de leadership écologique. Les États-Unis ont déserté ce rôle de leadership des États dans la lutte contre le changement climatique, et la Chine est sur les seconds ballons pour essayer de le récupérer. Donc là encore, des synergies entre leurs objectifs de court terme et de long terme qui expliquent les objectifs absolument spectaculaires qu'Albertine vous a présentés. Donc, la Chine a de nombreuses raisons d'agir. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de son action ? On peut commencer par les objectifs que je vous ai présentés au début. Est-ce qu'ils ont été atteints ? Alors, si on fait un bilan intermédiaire en 2020, pour ce qui est des émissions, on a des émissions qui sont en augmentation, mais c'est compatible avec la trajectoire chinoise. Pour ce qui est de la part non fossile dans le mix énergétique, en 2020, elle a atteint 15% à partir de 7% en 2009. Donc, a priori, la Chine semble en bonne voie pour atteindre son objectif 2030. Et pour ce qui est de l'augmentation du volume des forêts, l'objectif de 2015, donc l'objectif intermédiaire pour 2030, avant qu'il soit relevé en 2021, il avait été atteint dès 2019, donc avec 11 ans d'avance. Donc, si on regarde ces objectifs, on se dit que le bilan est plutôt positif. Mais il faut prendre du recul dessus pour plusieurs raisons, en particulier parce que c'est des objectifs en intensité, plusieurs fois, ce qui ne rend pas compte des émissions effectives, et c'est ça qui est important pour le climat. Si je prends l'exemple du charbon, sa part dans le mix primaire diminue, comme le veut le second indicateur, donc qui traite de la part non fossile dans le mix énergétique. Par contre, étant donné que la production d'électricité globale augmente, la production d'électricité à partir du charbon, à partir de centrales à charbon, elle augmente. Et donc, les émissions liées au mix énergétique chinois. Et par ailleurs, ces objectifs concernent les émissions sur le territoire, et donc ne rendent pas compte également des projets menés par des entreprises chinoises, souvent publiques, hors du territoire, qui sont parfois très carbonés. C'est le cas, par exemple, des nouvelles routes de la soie. Alors, une façon de prendre du recul sur ces objectifs, c'est de s'interroger sur leur compatibilité avec la trajectoire, l'objectif de trajectoire fixé à l'accord de Paris, c'est de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés. Et il se trouve que si tous les pays suivent pour le futur la trajectoire d'émissions que la Chine s'est fixée pour elle-même, l'augmentation de température en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle ne serait pas de 2 degrés, mais de 5 degrés. La Chine n'est pas le seul pays dans ce cas-là. Ça correspond au pays en bordeaux sur cette carte. Mais de par sa taille, ces efforts seront cruciaux, seront déterminants pour le respect de l'objectif à 2 degrés. Alors, je pense qu'il y a des petits problèmes entre les PDF et les Google Slides qu'on s'est échangés, donc la slide a un petit peu bougé. Mais si on s'interroge sur le futur des actions climatiques, il semble que quand la Chine se fixe des objectifs, elle les atteigne, parfois avec un peu d'avance, que pour l'instant, ils ne sont pas suffisants, et que pour relever cette ambition, la question clé à laquelle il va falloir répondre, c'est celle de la dépendance au charbon, qu'Antoine a très rapidement évoqué quand il a parlé des enjeux pour la Chine par rapport au changement climatique. Et donc, pour essayer de comprendre ces futures actions, il est intéressant de se demander comment est organisée l'action climatique chinoise, le dernier point que nous allons aborder. Exactement. Albertine l'a bien souligné, quand la Chine se donne des objectifs, la Chine les réalise et souvent en avance. C'est quelque chose qu'on aimerait aussi pouvoir dire en Occident, mais c'est moins le cas. Et donc la troisième question qui nous a paru intéressante dans ce travail de recherche, c'est de se demander comment fait la Chine. Malheureusement, c'est une question qui est assez difficile à traiter, car les données pour répondre au problème sont assez opaques. On a pu tomber sur un excellent rapport de l'Institut Montaigne sur la question, qui souligne un durcissement spectaculaire des mesures prises par Pékin contre le changement climatique. Je les ai détaillées sur la slide, je ne reviens pas dessus. Mais c'est des choses, vous pouvez lire, qu'on n'imaginerait pas s'installer en Occident, qui sont extrêmement directifs. Et ça permet de souligner la logique générale de l'État chinois pour traiter ce problème, qui est une logique pyramidale, verticale, de pilotage par les objectifs. L'idée, c'est que Pékin donne des objectifs chiffrés, précis, à travers les plans quinquennaux, les NDC et d'autres choses. Les régions prennent ces chiffres, les adaptent à leur réalité particulière et obtiennent de nouveaux chiffres qu'elles transmettent à leur canton. Et ainsi de suite, on descend la pyramide pour arriver à l'acteur du bas, le directeur d'usine ou le maire d'une ville, qui est mis face au fait accompli d'un chiffre qu'il doit atteindre. Et il sait très bien que s'il n'atteint pas le chiffre, il y aura des conséquences potentiellement assez déplaisantes. Et c'est un système qui
apporte des résultats assez exceptionnels, on l'a vu avec Albertine, mais qui le fait souvent dans la douleur. J'ai un exemple qui n'est pas tout à fait récent, qui est celui de la construction du réseau de ferroviaire grande vitesse chinois, qui a été un symbole pour le monde entier, tant la Chine a réussi à développer en une poignée d'années un réseau absolument spectaculaire. Mais seulement aujourd'hui, en creusant les archives et tandis que les informations commencent à sortir, on réalise que cet effort absolument impressionnant a été en fait permis en coulisses par des expropriations manu militari, de la corruption, où les gens dont le terrain a été lésé n'ont jamais été remboursés. Donc une transition qui fonctionne, quoique avec l'astérix posée par Albertine, mais une transition dont on peut se demander si on voudrait le même modèle en Occident. Et un dernier point pour conclure, qui nous a semblé extrêmement frappant dans la recherche documentaire que nous avons faite, c'est l'absence totale de concertation avec la société civile dans l'action chinoise contre le changement climatique. Pour plusieurs raisons, on a la difficulté à voir émerger des acteurs issus de la société civile comme des ONG ou des activistes. On a une certaine insensibilité du public chinois à la question climatique, qui est, il est vrai, plus long terme et moins urgente que des questions comme la pollution ou comme la déforestation. On a aussi un problème assez évident qui est que faire de l'activisme climatique, c'est souvent critiquer à un certain degré l'action de l'État. Et en Chine, critiquer l'action de l'État à quelque degré que ce soit, ça se termine pas toujours très bien. Et donc on a une émergence qui existe mais qui est très très lente d'ONG chinoises sur la question climatique, tandis que pour les ONG occidentales, on a eu une sorte d'âge d'or au début des années 2000 qui s'est assez rapidement étouffé à cause de méfiance réciproque entre l'État et les ONG. Voilà pour les moyens chinois. Voilà, donc, en conclusion, la question de la lutte contre le changement climatique en Chine, donc elle est extrêmement politique d'une part parce qu'elle touche à l'ensemble de la société. On l'a vu rapidement avec la transversalité des enjeux qu'elle pose. Et puis en même temps, elle reflète l'organisation politique chinoise avec un pouvoir très centralisé, un pouvoir fort qui atteint, quand il se fixe des objectifs, qui les atteint et qui fait des progrès très impressionnants, par exemple sur la question des renouvelables, mais qui va devoir relever ses objectifs. Donc travailler sur cette question, donc ici on a surtout parlé de la Chine, mais travailler sur la question des enjeux d'influence chinois et américains sur la question du changement climatique, c'était quelque chose de très enrichissant pour notre promotion, puisque malgré les sujets assez larges abordés dans nos formations d'ingénieurs, ces sujets d'influence étaient moins présents. Donc c'est quelque chose de très complémentaire. Donc des sujets abordés par des étudiants et qui apportent un éclairage, je pense, qui n'est pas standard. Donc voilà, en fait, moi je vais conclure par rapport à cet ensemble d'exposés qui vous a illustré ce que sera notre programme de recherche à travers ces 4 axes, par finalement ce qu'on fait aux États-Unis. Ça vous a plu, donc maintenant, donnez. Donc je ne fais que synthétiser en quelques minutes et ensuite nous pourrons discuter autour du cocktail sur le fait que voilà, on a une grande ambition de rassembler nos connaissances et nos compétences pour essayer d'éclairer vers l'extérieur, d'adapter des cycles de formation, de participer au débat public. Par rapport à l'existant, où est-ce qu'on se positionne? En fait, on a regardé bien sûr tout ce qui existe en termes d'instituts. Et on est à part, soyons clairs. Il y a des instituts qui sont très scientifiques, il y a des instituts qui sont régionalisés, qui sont sur des questions extrêmement locales. Il y a des think tanks, il y a des instituts style ITE qui sont au service de l'industrie. Il y a des instituts purement de formation. Et je voulais souligner avec un petit clin d'œil la création d'un institut à Stanford, qui sur le format est beaucoup plus ambitieux parce qu'en fait il va rassembler de nombreux départements préexistants à Stanford, qui avant-hier s'appelait la School of Climate Change and Sustainability et depuis hier s'appelle le Stanford Doerr School of Sustainability parce que monsieur John Doerr a fait un don de 1,1 milliard de dollars. Voilà, donc ça nous fait rêver ici. On cherche les John Doerr dans la salle. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que on est très heureux d'avoir réussi à tenir notre planning, puisqu'on est en avril au moment du lancement de l'Institut et qu'on va lancer à la rentrée donc les parcours académiques et les parcours doctoraux.
et que le budget que l'on cherche à lever, c'est un budget de 10 à 15 millions d'euros, dont ce que je voulais simplement vous montrer ici, le principal usage sera tourné sur la recherche et la formation pour nos élèves. Donc ça déterminera en fait le nombre de doctorants qu'on pourra financer, le nombre de chercheurs qu'on pourra inviter et le nombre d'élèves qu'on pourra accompagner. Alors d'ores et déjà aujourd'hui, on a 2 grands partenaires qui vont nous accompagner et pour l'instant je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais voilà, on est assez content des premières accroches qu'on a. Et notre principe, hein, on l'a déjà dit, c'est de promouvoir en fait notre compétence de scientifique dans une neutralité qui ne fera aucune exception, quels que soient nos partenaires. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment faire un levier par rapport à la connaissance scientifique vers la société civile, les industriels, les gouvernements. Donc, je rappelle simplement notre charte de déontologie. Alors voilà, pour les entreprises, en fait, on a fait 3 grandes catégories de donateurs. Donc, vraisemblablement, les mécènes dont je vous parle seront des grands mécènes. Donc, c'est un format de 1 million d'euros investi sur 5 ans pour nous accompagner, avec bien sûr les bénéfices habituels pour la défiscalisation. Et pour les donateurs privés, en fait, ce qu'on propose, c'est d'adopter un élève ou d'adopter un doctorant, donc de les accompagner pour les doctorants, si possible, sur toute la durée de la thèse, qui peut durer de 3 à 4 ans, selon. Voilà le format. Et puis, ce qu'on propose aux mécènes, c'est à peu près les formats standards, c'est-à-dire que, bien sûr, on va les intégrer dans une discussion autour des programmes de l'Institut, mais légère, bien sûr. Et puis, il y aura des restitutions comme cette journée aujourd'hui, des formats peut-être un peu plus adaptés, des séquences de rencontres privilégiées avec les étudiants, avec les doctorants, avec les enseignants-chercheurs, et puis une production qui sera proposée en avant-première, et bien sûr un affichage standard sur notre site internet, mais pas sur nos publications. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce lancement à Sophia Antipolis, et puis donc je vous invite à venir prendre un petit cocktail dans la salle à côté. Je voudrais juste remercier l'implication de nos collègues chercheurs et élèves qu'on a un peu malmenés pour qu'ils rentrent dans le format, etc. Mais je suis ravie de ce que vous avez produit et je vous remercie très sincèrement.